Yo, c'est Hétéro. Juste avant que la vidéo commence, je tenais à vous dire que la caméra a décidé de partir en freestyle et de freezer à peu près toutes les secondes, donc c'est vraiment une catastrophe à voir. Donc j'ai monté la vidéo de façon à ce que ce soit un podcast plus qu'une vidéo, donc je vous invite à l'écouter plutôt que de la regarder. Voilà, bah, du coup, au lieu de bon visionnage, je vous souhaite une bonne écoute. 1922, lors du salon de l'automobile à Paris, trois personnes se retrouvent pour discuter d'une course. Il y a Émile Coquille, un industriel. Le journaliste Charles Farroux est accompagné de Georges Durand, le secrétaire général de l'ACO. En fait, ils discutent sur l'idée d'une course de 8 heures basée sur l'endurance et non la vitesse. Et tout à coup, il y a une idée qui arrive dans la tête de Georges Durand. Au lieu de faire une course de 8 heures, viens, on fait une course de 24 heures. Banco, c'est la naissance des 24 heures du Mans. Il leur manque alors un circuit pour faire la course et ils cherchent un circuit à l'ouest de la France. Et ils vont trouver au sud de la ville du Mans un circuit de 17 km. C'est parfait, rendez-vous l'année prochaine pour les premières 24 heures du Mans en 1923. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en l'honneur des 24 heures du Mans, je vous présente une vidéo résumée en gros l'histoire des 24 heures du Mans en 24 anecdotes. D'ailleurs, c'est parti! Nous avons vécu la 91e édition cette année, ce qui fait qu'en 2032, nous devrions vivre la 100e édition si tout se passe bien. Cette année, c'était le centenaire, les 100 ans de 1923-2023, et donc en 2032, techniquement, ça sera la 100e édition. Dès l'année 1925, c'est l'instauration du départ dit départ Le Mans, c'est-à-dire que les voitures sont garées en épi d'un côté de la piste et en face, il y a leur pilote. Dès que le drapeau est abattu, c'est-à-dire ça donne le coup de départ, les pilotes ils courent, ensuite ils sautent dans les monoplaces, ils mettent le contact et ils partent. Ça donne vraiment un côté aléatoire, surtout que ça répond même si t'es garé dans l'ordre des qualifications, si tu rates ton départ, bah tu pars dernier quoi. Donc ce départ va donner plein d'anecdotes incroyables, par exemple la clé à gauche dans les Porsche, c'est à cause de ça. Dans les années 60, les voitures étaient fermées, donc il fallait entrer, ouvrir la porte, fermer la porte, se ceinturer, mettre la clé, partir. Bon, tu comprends très bien que si tu te rates un peu, tu pars dernier. Donc généralement, dans le premier relais, ils s'attachaient pas, voire même il y en a qui fermaient pas correctement la porte, ça niquait l'aéro. Mais c'est pas grave, tu partais premier. Ensuite, quand tu faisais ton relais, bon, bah tu changeais le pilote, tu changeais les pneus, tu changeais tout. Il pouvait bien s'attacher, c'était bon. Sauf qu'en 1968, il y a un pilote qui fait ça et qui se tue dans le premier relais parce qu'il s'était pas attaché et qu'il avait mal fermé sa porte. En 1969, le pilote Jackie X s'oppose à ce départ. Quand le drapeau s'abat, tout le monde court sauf lui. Il traverse tranquillement la piste, il met ses gants, il s'attache, il ferme sa portière et il part. À la fin de la course, il gagne avec un écart qui est le plus court, mais on reviendra dessus à la fin de la vidéo. Après la victoire de Jackie X, la direction de course se dit bon, on va les faire partir directement dans les voitures, on abat le drapeau, les voitures partent, bon, ça n'a aucun intérêt. Donc du coup, ce qu'ils font, c'est le départ qu'on connaît actuellement, le départ lancé. Mais attendez, il y a une anecdote qui est incroyable. Sur le circuit Bugatti, le petit circuit au Mans, il y a des compétitions qui se déroulent toute l'année, notamment le GP Explorer ou encore les 24 heures camion. Bon, ça dure pas 24 heures, mais c'est pas grave. Et en fait, en hommage au départ Le Mans, il y a des compétitions qui utilisent ce type de départ, c'est-à-dire toutes les compétitions où il n'y a pas besoin de s'attacher et il n'y a pas de porte à ouvrir. Donc par exemple, les 24 heures moto utilisent ce départ, les 24 heures vélo utilisent ce départ, mais il y a également un troisième type de compétition qui utilise ce départ, c'est les 24 heures roller. C'est-à-dire qu'ils sont pieds nus ou en chaussettes, ils traversent la piste, ils mettent leur roller et ensuite ils partent et ils tournent pendant 24 heures. Je trouve ça à la fois con et incroyable. Donc si on revient sur Jackie X, c'est le pilote qui a gagné le plus de fois les 24 heures du Mans à 6 reprises derrière le Danois Tom Kristensen qu'on appelle le roi du Mans. Le premier Français à être classé dans ce classement, du coup, c'est le Français Yannick Dalma qui a gagné à 4 reprises les 24 heures du Mans dans les années 90. Au niveau des constructeurs, on va retrouver Porsche et Audi qui ont le plus gagné au Mans, suivi de Ferrari. La première marque française qui a gagné le plus au Mans, c'est Matra Simca avec seulement 3 victoires. Peugeot aussi a 3 victoires, mais Matra Simca l'a fait avant. Au niveau des nationalités des pilotes qui ont le plus gagné au Mans, on va retrouver dans un premier temps les Allemands, suivis des Anglais, enfin le Royaume-Uni, et suivi de la France avec seulement 15 victoires pour les Français sur quasiment 100 ans d'édition. Le pilote de Formule 1 Fernando Alonso a la particularité d'avoir participé à 2 24 heures du Mans et d'avoir gagné à 2 24 heures du Mans. Ce qui fait qu'il a gagné lors de sa première participation, mais bien d'autres pilotes ont fait ça. Je vais arrêter de vous donner plein d'infos inutiles. En description, je vous mets un lien vers une page Wikipédia qui recense à peu près tout plein d'infos inutiles que vous pouvez retenir. Mais de toute façon, dans la vidéo, vous retrouverez des anecdotes beaucoup plus intéressantes. Donc la particularité de Fernando Alonso, c'est donc d'avoir participé et gagné à 2 reprises, mais surtout, c'est d'avoir relancé le concept de triple couronne, concept qui était un peu mort. En fait, la triple couronne, c'est quand un pilote va remporter les trois grandes épreuves au monde, c'est-à-dire les 24 heures du Mans,
les 500 miles d'Indianapolis et le Grand Prix de Monaco en Formule 1. À ce jour, il n'y a que Graham Hill qui l'a fait, mais donc du coup, Fernando Alonso aurait pu gagner. Il a participé aux 500 miles d'Indianapolis, mais il a fini, je crois, 21e, un truc comme ça, très très loin. Bon, on espère pour lui qu'il va réussir à faire cette triple couronne, puisqu'il le mérite énormément, mais plein d'autres pilotes le méritent. À ce jour, seul Graham Hill a remporté cette officieuse triple couronne. On va vite faire revenir sur l'histoire du tracé. Le premier tracé, il va mesurer 17 km. Et depuis sa création en 1923, il a été modifié à peu près 15 fois, pour atteindre la taille que l'on connaît actuellement, c'est-à-dire 13 km, 626 mètres. La première chose a été de couper la partie nord du circuit, donc en gros le tertre rouge il était beaucoup plus pointu, mais il a été raboté parce qu'en fait il y a la ville du Mans qui s'étendait, et donc du coup ils ont préféré raboter le circuit. Ça a été vraiment la première grosse modification. En 1968 c'est la création de la chicane Ford, en 1972 c'est la création des virages Porsche, mais aussi l'aménagement de Maison Blanche. En 1987, à l'occasion du Grand Prix de France de moto, la FIM demande l'installation d'une chicane au niveau de la courbe Dunlop. C'est la création de la chicane Dunlop. En 1990, c'est la création des chicanes sur la ligne droite des Hunaudières. On reviendra pourquoi ils ont créé ces chicanes un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais c'est en gros les deux derniers changements majeurs sur le circuit. En 2018, il y a un dernier changement juste pour donner la taille finale que l'on connaît aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que le tracé continuera d'évoluer dans le futur. D'ailleurs, j'ai une petite fun fact, je ne savais pas où le placer, mais en 1933, la ligne droite des Hunaudières est décrétée laboratoire national par les ponts et chaussées. Je vais mettre mon talent de commentateur au profit du tour le plus rapide, tour réalisé par Kamui Kobayashi en 2016 sur Toyota. Bah déjà j'ai pas les droits, et ensuite c'est pas Kobayashi mais Kobayashi, il a fait le tour en 3.14 791, voilà, gros bisous. On va quand même faire un point sur le sport automobile. Le sport automobile est et restera toujours dangereux. Depuis la création de l'épreuve en 1923, 22 pilotes ont perdu la vie sur le circuit. Il est temps et il va bien falloir parler de l'accident de Pierre Lévesque et de ses conséquences. Ceux qui ne sont pas à l'aise avec la mort, je vous invite à passer à l'anecdote 12 à l'aide des chapitrages. L'accident de Pierre Lévesque a marqué de son empreinte le sport automobile. En effet, le 11 juin 1955, est une date clé dans l'histoire des 24 heures du Mans. L'accident intervient à la sortie du virage Maison Blanche, entre Maison Blanche et la voie des stands. Actuellement, il y a le raccordement, c'est dans cette zone-là, mais évidemment, en 1955, le virage du raccordement n'existait pas encore. Donc à la sortie de Maison Blanche, on va avoir une ligne droite qui tourne un petit peu. Dans l'histoire, il y a 4 pilotes qui sont un peu impliqués. On va avoir Pierre Lévesque, évidemment, sur Mercedes, et dans une Mercedes similaire, on va retrouver Juan Manuel Fangio. Il y a également Mark Hurstone et Lance McLean. Du coup, le départ de la course, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, au départ de la course, tu as Pierre Lévesque et Mark Hurstone qui ont pris un excellent départ, à contrario de Juan Manuel Fangio qui a pris vraiment un départ horrible, qui part en dernier. Les deux pilotes de tête sont vraiment dans une lutte acharnée, notamment parce qu'en fait l'honneur de Mark Hurstone est en jeu puisqu'il n'avait pas pris part à la guerre en 1945. Je vous rappelle, c'est une anglaise, donc la Jaguar de Mark Hurstone, qui affronte une Mercedes, donc une allemande, sur le sol français. Ça fait un combo explosif, sachant que la Seconde Guerre mondiale s'était terminée il y a à peine 10 ans. Donc on arrive à la fin du 35e tour. Les deux pilotes arrivent sur les retardataires. Fangio se décale, il n'y a pas de problème. Par contre, McLean reste un peu dans la trajectoire. Donc ce qui fait qu'en fait, dès qu'il va arriver, Hurstone, il va se décaler, il va dépasser McLean, il va se rabattre et il va piler pour entrer au stand. En fait, le problème, c'est que l'Austin Alley de McLean, elle n'était pas équipée de freins à disque, elle était équipée de freins à tambour, ce qui fait qu'elle a beaucoup moins d'accroche sur le frein, ce qui fait qu'elle est obligée de se décaler s'il ne veut pas percuter la Jaguar. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se décale violemment sur le côté, il se déporte, sauf qu'en fait, il n'a pas vu la Mercedes qui arrive derrière, et en fait, l'Austin Alley se transforme en rampe de lancement pour Mercedes. Pierre Lévesque décolle, atterrit sur la barrière de sécurité et meurt sur le coup. De l'autre côté, l'Austin Alley rebondit sur les barrières de sécurité et va dans la pit lane en fauchant 4 personnes, notamment un commissaire qui perdra la vie sur le coup. Donc ça, c'est l'accident. Maintenant, on va parler en gros de la conséquence. Ce qui, dans l'histoire, a causé le plus de morts, c'est qu'en fait, le train avant et le moteur de la Mercedes se sont détachés. Ce qui fait que la Mercedes, elle, s'est arrêtée directement net sur les barrières de sécurité, mais son moteur et son train avant sont allés s'écraser dans le public. Si la direction de course arrêtait la course, les gens voudraient naturellement rentrer chez eux. Ça créait des bouchons et les secours ne pourraient pas aller aider les victimes, ce qui aurait fait encore plus de morts. Donc la course continuait même s'il y avait une Mercedes en feu sur une barrière de sécurité. Les débris ont très vite été dégagés et la course continuait. En plein milieu de la nuit, Mercedes en Allemagne demande à la Mercedes de Fangio et l'autre Mercedes engagée de rentrer en Allemagne et Mercedes se désengagera carrément
de pas mal de compétitions automobiles. En 1956, l'ACO entreprendra des travaux pour écarter la voie des stands et les tribunes de la piste pour une meilleure sécurité. L'accident fit 82 victimes et a eu une anecdote assez drôle en Formule 1. À la suite de cet accident, beaucoup de compétitions sont annulées et il y a carrément un pays qui interdit les compétitions, la Suisse. D'ailleurs, c'est seulement en 2017 que la Suisse a à nouveau autorisé les compétitions sur son territoire. C'est comme ça qu'en 2017, on a pu voir le e-Prix de Zurich, donc une course de voitures électriques en Suisse. Sauf qu'au calendrier F1 de 1982 et de 1975, il y a bien eu un Grand Prix de Suisse. Mais alors, où s'est déroulé ce Grand Prix de Suisse si la Suisse avait interdit les compétitions automobiles sur son territoire? Le circuit de Dijon a accueilli 2 éditions du Grand Prix de Suisse. C'est-à-dire qu'il y a eu un Grand Prix de Suisse en France à 2 reprises. Au fur et à mesure des années, Le Mans est devenu le rendez-vous de l'année en endurance. Par exemple, cette année, Porsche et Peugeot sont arrivés avec des livrées spéciales. Il faut faire une différence entre livrée spéciale et art car. Par exemple, une art car n'a pas de sponsor. La définition d'une art car, c'est une voiture qui a été modifiée dans un esprit artistique. Mais c'est différent d'une livrée. Cherchez pas à comprendre, faudrait faire une question philosophique sur le thème de l'art. Bref, j'ai la flemme de faire ça, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre une petite liste de voitures que je trouve excessivement belles pour des art cars. Parce qu'il y a des art cars qui sont laides. Pour cette anecdote, j'aimerais m'excuser auprès de ceux qui me suivent sur TikTok. En effet, en octobre 2022, j'ai parlé du fait qu'il y avait des NASCAR qui étaient allés aux 24 heures du Mans et qu'elles n'avaient pas fait long feu, notamment parce qu'elles avaient abandonné très tôt dans la course. Or, en 2023, il y a une NASCAR qui a franchi la ligne d'arrivée. Ouais, je m'excuse parce qu'en fait, j'avais pas pré-shot ça. Je suis désolé. Mazda est la première société japonaise à s'être imposée sur le circuit de la Sarthe. Bon, rien de fou pour l'instant. Leur voiture, c'est la 787B. Mais ce qui est spécial, c'est qu'elle s'est imposée avec le moteur à piston rotatif. Et c'est la seule. D'ailleurs, l'année suivante, en 92, le moteur à piston rotatif a été interdit. Bon, la légende dit que c'est parce qu'il était trop puissant. La vérité, c'est que c'était un changement de réglementation. En 2014, donc c'est quand même assez récent, l'édition fut marquée par un événement assez spécial. L'événement spécial s'est déroulé en LMP2. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on parle du pilote Matthew McCurry. Donc ce pilote, Matthew McCurry, prend un départ. Et en fait, est-ce qu'il était bourré à bord? Pas du tout. Est-ce qu'il est parti en marche arrière? Ça pourrait être ça, pas du tout en fait. Matthew McCurry, il avait 16 ans. Il n'avait pas 18 ans, pas 17 ans, il avait 16 ans. Il participe aux 24 heures du Mans à 16 ans. À 16 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il avait 16 ans et il va faire les 24 heures du Mans et il va les piloter. Matthew McCurry, rentrez-vous ça bien dans la tête, à 16 ans, il était déjà en train de faire la course aux 24 heures. Toi, qu'est-ce que tu faisais à 16 ans? Dis-le moi dans les commentaires. Bon, quand même, il faut que je vous parle d'un bougre qui a marqué l'histoire du Mans. En 1950, un pilote est monté dans sa voiture. Au départ, il a pris le départ, tu vois. Il a tourné pendant 23h10. Pendant 23h10, il a tourné. Et à la fin, il a remporté l'épreuve. Et il a laissé les tours de volant à son fils, juste 2 tours, le temps qu'il mange un sandwich. Il n'y a pas de vanne, genre vraiment, il a dit à son fils, bon, bah, je mange un sandwich, puis je repars. Et il est parti. Et il a gagné. Et pendant 23h10, il a tourné non-stop. Mesdames, messieurs, je vous ai évidemment parlé de l'histoire de Louis Rosier. Alors cette anecdote, elle est plutôt croustillante ou on va dire mouillante. C'est ma préférée. Personnellement, c'est mon anecdote préférée. Dans cette anecdote, on va parler du rapport entre Le Mans, le Champagne et la F1. Donc on se retrouve en 1950 au premier Grand Prix de France de Formule 1. Ça s'appelait pas Grand Prix de France de Formule 1, mais t'as capté. Donc ce Grand Prix se déroule à Reims, sur le circuit de Reims-Gueux. Et Reims, tu sais, c'est une terre de champagne. Donc c'est-à-dire que la maison Moët et Chandon ont eu une idée. Ils se sont dit, et si on donnait du champagne au vainqueur de l'épreuve? Donc le vainqueur de l'épreuve de 1950 reçoit sa petite bouteille de champagne, ça fait la promo pour la maison, tout le monde est content. Il prend sa bouteille et il en verse, il en donne pour son équipe, pour sa famille, tu vois, il distribue à tout le monde, il fait plaisir quoi. Cette tradition va s'étendre tout d'abord au pilote qui finit second, puis troisième, puis après au calendrier F1. Et puis cette tradition, elle arrive au Mans. Le pilote arrive sur le podium, on lui remet du champagne et son trophée. Puis le pilote montre son trophée à tout le monde, prend sa bouteille de champagne et rentre avec. Généralement, il la boit avec son équipe. Sauf qu'en 1966, les bouteilles sont sorties trop tôt du frigo. Tous ceux qui ont fait physique-chimie savent que les gaz, ça se dilate quand il fait chaud. Et vu que les bouteilles sont sorties trop tôt du frigo, elles sont exposées sur le podium et il fait trop chaud pour elles. Ce qui fait que le soleil tape sur les bouteilles, tape et le gaz à l'intérieur, il veut partir mais il y a le bouchon qui retient. Donc Ford, bon bah ils gagnent les 24 heures, ils arrivent sur le podium, remise des bouteilles, remise des trophées et là pendant les hymnes, il y a la bouteille qui fait POU. Il y a du champagne qui arrose tout le monde à côté. Donc le pilote, il va sauter, il va mettre son pouce sur la bouteille. Sauf qu'en fait, comme tu sais, quand tu mets ton pouce sur la bouteille, bon, il y a toujours un petit trou, ce qui fait que le champagne veut passer par ce petit trou. Et du coup, l'année suivante, Dan Gurney remporte les 24 heures du Mans. Il se rappelle de ce qui s'est passé l'année dernière. Parce que là, les bouteilles ont été sorties à l'heure. Donc quand il reçoit sa bouteille, au lieu de la garder, ce qu'il va faire, c'est qu'il va
retirer le bouchon, la secouer, et là ça va faire un geyser de champagne et il va arroser tout le monde. Et c'est comme ça que la tradition du champagne est née. C'est donc la naissance d'une tradition qui est perpétrée encore aujourd'hui dans quasiment toutes les compétitions automobiles. Bon alors, j'ai vu qu'il y a des associations qui essayent de faire stopper les 24 heures du Mans, ça n'a pas vraiment de sens. Surtout qu'il est non négligeable de noter que les 24 heures du Mans, ça permet énormément d'innovation dans l'automobile que l'on connaît aujourd'hui. On peut parler d'innovation en termes de sécurité, de performance ou même de pollution. Du coup, je prends mes notes pour citer la liste des innovations. Par exemple, on peut noter le revêtement routier, le goudron, tout ça. Je vous rappelle qu'en début de vidéo, j'ai dit que la ligne droite des Hunaudière avait été décrétée laboratoire national. C'est pas pour rien. On peut noter aussi les phares anti-brouillard, les phares à LED aussi, le pneu radial, le pneu slick, la traction avant, le moteur à injection d'essence qui a été inventé au Mans. Enfin, inventé. Il existait déjà dans l'aviation, mais c'est Mercedes qui l'a mis dans une voiture. On peut aussi noter les freins à disque ou encore l'aérodynamique. Bah oui, mais en fait, tu te rends compte que s'il y a une ligne droite qui fait quasiment 6 km sur le circuit, c'est pas pour rien qu'il fallait travailler l'aérodynamisme des voitures. Et là, dans cette liste, j'ai parlé uniquement des innovations qui ont été gardées avec le temps. Parce qu'évidemment, il y a des inventions qui ont été oubliées parce qu'elles servaient à rien. Par exemple, le moteur à turbine. Donc tous ceux qui disent stop 24 heures, pensez juste aux conséquences sur l'automobile. En 2012, c'est la création du Garage 56. Mais c'est quoi le Garage 56? Comme je viens de le dire dans l'anecdote précédente, Le Mans c'est un grand lieu d'innovation. Le Garage 56 a été créé en 2012 pour récompenser les voitures innovantes. C'est-à-dire que si tu as une voiture qui apporte vraiment un truc de fou à la course, et ben on va te la mettre comme ça, tu vas pouvoir tester. Elle n'est pas classée dans le classement final puisqu'en fait elle est hors catégorie. Mais par exemple pour le centenaire des 24 heures du Mans qui a eu lieu cette année, le Garage 56 était occupé par la NASCAR dont je t'ai parlé précédemment. En 1971, la Porsche 917 de Gibbs van Lennep et Helmut Marko rentre dans l'histoire. Elle devient la voiture qui a parcouru le plus de distance en 24 heures. Les deux pilotes ont établi le record à 5335 km. Pour que vous vous rendiez compte des distances, 5300 et quelques kilomètres, c'est la distance entre Paris et Québec au Québec. Ce record a été battu par Audi en 2010 avec une distance de 5410 km. Donc revenons au début de la vidéo. En 1969, j'ai dit que Jacques Lix avait pris un départ un peu spécial. Alors certes, il a pris son temps pour partir et il a remporté l'épreuve, mais il n'a pas remporté l'épreuve de beaucoup. En effet, c'est la distance la plus courte qu'on ait jamais enregistrée, 120 mètres. Bon, il y a une distance plus courte qui est de 20 mètres, mais c'était volontaire de la part des pilotes. Là, on part vraiment d'une distance qui n'était pas volontaire, c'est-à-dire qu'entre le premier et le second, il y avait seulement 120 mètres qui les séparaient à l'arrivée. A contrario, la distance la plus grande entre le premier et le second s'est établie en 1927. Le premier est arrivé et le second était en fait 350 km derrière. À titre d'exemple, c'est comme si le gagnant venait de passer la ligne d'arrivée à Rennes et que le second était encore à Paris. 350 km, c'est la distance qui sépare Paris de Rennes en voiture. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de Bugatti aux 24 heures du Mans. On va donc refaire un point sur le passage de Bugatti aux 24 heures du Mans. Déjà, le tracé de 13 km que l'on connaît actuellement emprunte deux circuits. Dans un premier temps, le circuit de Maison Blanche, mais également le circuit Bugatti. Déjà, c'est Bugatti, circuit Bugatti au Mans. Déjà, il y a un gros lien. Le circuit a été construit en 1965 afin d'accueillir la Formule 1 en 1967. C'est d'ailleurs la seule épreuve de Formule 1 qui a eu lieu au Mans. Donc revenons à l'histoire de Bugatti aux 24 heures du Mans. Bugatti sont présents aux 24 heures dès la première édition, donc dès 1923. Pas en tant que constructeur officiel, mais en tant que fournisseur de voitures. La Bugatti engagée est une Bugatti 16S. Il termine la course avec 104 tours complétés à la 10e position. D'ailleurs, pour info, le premier duo 100% féminin aux 24 heures du Mans a couru sur une Bugatti. C'est donc les pilotes Odette Sicot et Marguerite Mareuse qui ont pris part à la course en 1930. Elles finissent P7 au général, ce qui est très bien, et P2 dans leur classe. Dans les années 30, Bugatti alterne entre P6 et abandon, c'est-à-dire ils n'ont jamais fait mieux que P6 et après ils ont un peu toujours abandonné. La consécration arrive pour Bugatti en 1937. En effet, la première victoire de Bugatti au Mans, c'est en 1937 avec la Bugatti type 57G. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de la série 57, n'hésitez pas à aller la voir. D'ailleurs, elle est très intéressante. 2 ans plus tard, en 1939, c'est la deuxième consécration pour Bugatti qui reporte une nouvelle fois l'épreuve avec une autre voiture, la Bugatti type 57C. On a encore parlé dans ma dernière vidéo, n'hésite pas à aller la voir. C'est d'ailleurs avec cette voiture que Jean Bugatti se tue en faisant un test. Mais j'en ai parlé dans la dernière vidéo, donc n'hésite pas à aller la voir enfin. Mais en gros, pour faire simple, la mort de Jean Bugatti signe la fin de Bugatti et la mort de Bugatti qui ne se représentera plus aux 24 heures du Mans. Il faut quand même attendre 55 ans pour revoir l'Alsacienne sur le circuit.
Une Bugatti EB110 dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo est engagée et elle abandonnera à cause du turbo 45 minutes avant la fin. Et depuis, c'est tout. Il n'y a pas eu de Bugatti engagée et j'ai pas l'impression qu'il y en aura dans le futur. Dans le sport automobile, on trouve, et cela est vraiment dommage, trop peu de femmes. On va donc voir dans cette anecdote un peu ce que les femmes ont réalisé aux 24 heures du Mans. Il y a déjà eu des victoires de femmes dans leur catégorie, par exemple en 1975. Esso, donc la compagnie qui fait les pompes et l'essence, donc Esso, ils engagent Michèle Mouton sur les 24 heures du Mans. Ce trio composé de Michèle Mouton et de 2 autres femmes remporte les 24 heures du Mans dans leur catégorie. Et depuis 1975, aucun duo ou trio de femmes ne s'est imposé aux 24 heures du Mans. Et même pire, au général, aucune victoire de femmes ou encore même aucun podium de femmes. On n'a jamais vu des femmes sur le podium général aux 24 heures du Mans. Le meilleur résultat au général pour les femmes est représenté par Odette Sicot qui en 1932 a obtenu une P4. Je n'allais pas faire une vidéo sur Le Mans sans parler du record de vitesse quand même. Dans le sport automobile, il y a les teams officiels et les teams pas officiels. Par exemple, Peugeot est un team officiel, Porsche est un team officiel, mais par exemple, Hertz Toyota n'est pas un team officiel puisqu'ils prennent la voiture de Porsche pour rouler. On se retrouve un peu avant les années 90 avec une société qui s'appelle Welter Racing qui est motorisée par Peugeot. Ce détail a son importance vraiment. Ils savaient qu'ils ne pourraient pas remporter les 24 heures du Mans, donc ils se sont lancés dans un concept qu'ils ont appelé le Mission 400. 400, c'est pour 400 km/h. En fait, ils voulaient tout simplement dépasser les 400 km/h. Et c'est comme ça qu'est née la P88, juste pour battre ce record. Et quand tu regardes, tu vois qu'elle a été travaillée pour la vitesse, mais pas pour les virages. Alors du coup, ils prennent le départ, ils font leur petit tour, ils prennent leurs mesures, ils se préparent et tout. Alors ils se font dépasser par tout le monde parce que dans les virages, ils sont à l'arrêt et qu'ils ne poussent pas le moteur au maximum pour préserver les performances. Ils attendent le bon moment. Mais qu'est-ce que le bon moment? En fait, le bon moment, c'est il faut qu'il fasse un peu nuit, enfin qu'il fasse nuit. Le bon moment, ça sera quand il fera un peu frais, mais que la piste sera chaude et qu'il n'y aura personne devant toi pour pouvoir aller le plus vite possible, et de préférence en soirée pour que l'air soit frais. Donc, en début de soirée, la P88 s'arrête pour changer les pneus et changer le pilote. Régis Dorchy se prépare à battre ce record. Il monte dans sa voiture, commence ses premiers tours, et arrivé à la fin du tertre rouge, il appuie sur l'accélérateur et il appuie, il ferme toutes les entrées d'air pour vraiment limiter les perturbations aérodynamiques pour que la voiture aille le plus vite possible. Donc la voiture, elle arrive très vite au 300, puis au 350, puis à 370, elle bat l'ancien record. Petit à petit, il se rapproche des 400, puis après 402, 405, 407 km/h. Record 407 km/h mesuré au radar. D'ailleurs, le radar, lui, il a mesuré 407, mais il se pourrait qu'elle ait d'ailleurs atteint les 422 km/h. Mais bon, ça c'est un record officieux. De toute façon, le 407 est déjà au-dessus de tout le monde. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que Peugeot, du coup qui est motorisé comme je te l'ai dit juste avant, a décidé de dire non, le record c'est pas 407, c'est 405. Comme ça, je peux faire ma pub pour ma 405 qui vient de sortir. Et ouais, ça, les mecs du marketing, bon, ils se sont pas fait chier, hein, ils ont juste changé le record. Mais bon, le record est bien à 407. Voire 422 si vous voulez la péter, parce que je viens de vous donner l'anecdote. Le radar a mesuré à 407, mais il se pourrait que la voiture soit allée à 422 km/h. De toute façon, le record était explosé, donc 407, 405 ou 422, ça change rien, puisque l'ancien record était quand même à 372 km/h. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, on a enfin fait ces 24 anecdotes. On se retrouve dans une prochaine vidéo prochainement, je l'espère. Allez, ciao!